J'ai eu un peu de chance. Après quelques années, je me suis retrouvé au sommet de la Commission européenne, au moment où Jacques Delors était en train de créer sa cellule de prospective. Et moi, j'ai été chargé des religions, de l'éthique, de la sociologie, de l'histoire, enfin, toutes les soft matters dont les autres ne voulaient pas s'occuper. Vous avez été conseiller de Jacques Delors. Vous avez participé à la création de l'Europe, c'est ça? Est-ce que l'Europe a été fondée sous influence américaine pour faire un débouché pour le marché américain? Alors, est-ce que l'Europe est gangrénée, vérolée, infiltrée par des éléments extérieurs américains pour influencer les décisions de l'Europe? Du temps de Delors, non. Maintenant, oui. Mais, il faut lire les mémoires de Monnet. Les mémoires de Monnet expliquent ceci. En 1949, les Anglais sont allés au département d'État. Et moi, je le sais par Harlan Cleveland, qui était en train de préparer le plan Marshall. Il était responsable du plan Marshall pour l'Europe. Enfin, bon. Et le type me dit, Harlan Cleveland, on a reçu les English d'abord, qui nous ont dit Commonwealth, 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 marché, marché, marché. Et puis, la semaine suivante, on a reçu Monnet et Schuman. Et on s'est dit, it's better. It's better. Et donc, les Anglais furieux, mais furieux sur les Américains de ne pas avoir été acceptés et de voir que c'est quand même l'autre projet de Schuman et Monnet qui est accepté. Bon. Alors, il y a autre chose aussi. Le 9 mai 50. 1950. Oui, 1950. Monnet s'amène chez Adenauer. Et Adenauer le laisse parler pendant 1 heure et puis lui dit « Monsieur Monnet, je vous attendais depuis plusieurs années. Je suis intéressé par ce que vous dites, mais je vais vérifier que votre gouvernement vous soutient. Si c'est vrai, vous pouvez compter sur moi jusqu'à la fin de ma vie. Je vous trouverai des Allemands de très haute qualité pour travailler au niveau européen. » Et Monnet, qui est un athée de bon ton, dit « Cette journée fut magique, je dirais presque spirituelle. Point. » Il a touché un chèque? Non. Non, il vendait du cognac, il s'en foutait. L'Europe de maintenant, Maastricht, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, ça a été un petit peu passé. L'Europe qu'on en force, avait non pensée avec Jacques Delors était de centre-gauche. Elle est devenue ultra libérale. C'est-à-dire qu'elle ne satisfait plus que quelques multinationales. Et encore. Et donc, c'est tout faux. Tout ce qu'ils font pour le moment est faux. Sur les semences, ils se sont trompés. Sur Monsanto, ils se sont trompés. Tafta. Tout est faux. Mais, qui a écrit les traités, c'est quand même nous, il y a 20 ans. L'article 50, ça vous parle? Il y a bien pire, l'article 123. Ça dit? L'article 123 est le pire des articles qu'on ait jamais écrits. Ça interdit aux banques centrales de faire de l'argent. Et ça oblige les banques centrales de demander aux banques de faire de l'argent pour eux et puis de le prêter à la banque centrale avec un intérêt. Et donc toute la crise de la dette est produite sciemment par l'article 123. C'est toi qui as écrit ça? Et ça a été écrit, ça s'appelle... C'est toi qui as écrit ça? Non, c'est pas moi qui ai écrit l'article 123. Ça, je suis rassuré. Mais c'est probablement J.P. Morgan et quelques-uns, toujours les mêmes. C'est asservir les peuples par la dette? Oui. Pourquoi personne ne le dit? Je sais pas. Parce que quand tu le dis, les gens ne publient pas. Tu vois, si je vais dans le journal Le Monde, qui l'a dit? C'est Rocard avant de mourir. Et puis il est mort.
Son dernier vidéo, tu vas voir sur YouTube, le dernier vidéo de Rocard, il explique ça. C'est beau quand même. Oui, c'est pas mal. Pourquoi il faut attendre que les vieux soient vieux pour qu'ils commencent à l'ouvrir? Bon, nous l'avons dit dans le rapport du Club de Rome au Parlement européen. En quelle année? Marqué, qui s'appelle, en français, « Non à la toute-puissance des banques ». Un tout petit sous-titre, « Rapport du Parlement européen, du Club de Rome au Parlement européen sur la monnaie ». C'était quelle année? 2013, 2014. Tu sais ce que ça veut dire? Si on a servi les peuples par la dette. C'est-à-dire qu'ils vont toujours courir pour pouvoir rembourser, et Alors, c'est une concentration de pouvoir extraordinaire. Ce qu'on a fait avec la Grèce, tout faux. Parce que Delors, tu tentes Delors, quand les Espagnols sont entrés, les Portugais et les Grecs, on a dit « Ah, ils ont des dettes énormes ». Très bien, très bien. Et Delors a dit « We give money ». Nous donnons de l'argent, nous ne prêtons pas. Pourquoi? Quand tu vois la gestion du franc français à Bercy, chaque année, on fait les comptes. L'Ardèche est en dessous de zéro. La Drôme est en dessous de zéro. La Corse est en dessous la de zéro. Corse et la Zambèze, la Corrèze. Bon. Que fait Bercy? Ben, elle les met à zéro. Et l'empreinte pour eux, sur les marchés. Oui, tout à fait. Mais à 1%. 0,5. Non, ça doit être Tandis 0,5. que si tu dis à la Corrèze d'emprunter sur les marchés, ben, elle va payer 15%. Et donc, Delors a toujours imposé au chef d'État qu'à l'intérieur de la zone euro, il faut donner de l'argent, à des conditions. Si tu donnes 100 milliards à la Grèce, ben, ils vont accepter. Par exemple, tu mets comme condition, il faut que l'Église orthodoxe paye ses taxes. Bon. Il n'y a que de l'extérieur que tu peux le faire. Parce que pour bouger l'Église orthodoxe en Grèce, attends, il faut le faire. Bon. C'est une mafia? Mais tu peux dire, hein. C'est une mafia, l'église orthodoxe en Grèce? C'est-à-dire qu'ils sont là depuis... Ils ont été la puissance qui a aidé les Grecs à tenir le coup pendant 700 ans de domination turque. C'est un peu comme l'Église catholique en Pologne. Ils font partie de l'identité nationale. Et donc c'est très difficile de bouger à ça. Mais tu peux le dire, écoutez, on vous donne 100 milliards. Mais, next year, l'Église doit payer ses taxes. Et on fait venir l'Église orthodoxe à Bruxelles et on leur dit, écoutez, voilà. Hein. Bon. Ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait faire. Mais pour ça, il faut construire l'Europe politique. Et nous, imbéciles, on ne l'a pas fait. Donc Delors est parti en disant, il faut construire... On a fait l'euro, mais il faut le guidon politique pour manager cet euro. Bon, maintenant, on fait quoi? Parce que là, il y a... Il faut construire l'Europe politique. Ouais, mais d'accord, il faut construire l'Europe politique, mais c'est un peu trop tard quand même. Là, tout le monde réclame des Kaisers, tout le monde veut faire Brexit d'un côté, il y a plus de 50% des Polonais qui se disent, bon, quand même, l'Europe, il y en a un peu marre. Toute l'Europe de l'Est. Il y a une augmentation des nationalismes. Tout à fait. La Catalogne, l'Italie du Nord, les Flamands, ça me dérange les pas, Basques. Ça, il ne faut pas tout mélanger. Non, mélange pas. La Catalogne n'est pas du tout un mouvement nationaliste. C'est un mouvement séparatiste, d'autonomie. Oui, non, c'est un mouvement d'autonomie pour le pognon. Moi, ça ne me dérange pas qu'on fasse une Europe. Il suffit d'ajouter une petite phrase dans le traité en disant le traité est composé de 28 États membres ou de 384 régions. La fameuse Europe des régions. Ben oui. Pourquoi est-ce qu'on a créé le comité des régions avec Jacques Delors? Ben c'est parce qu'on s'est dit, attends, on ne sait jamais, autant avoir une structure. Et les imbéciles de Catalans ne sont même pas allés au comité des régions, qui leur a donné la salle de presse, tout ce qu'ils voulaient. Ils n'ont même pas pensé. Bon. Donc c'est quoi l'Europe politique? C'est quoi créer l'Europe politique? C'est d'abord la gestion de l'euro. Il faut beaucoup de force politique pour dire merde aux Allemands. Et ça, il faut une structure politique. Et pour dire, attention, à la fin de l'année, nous ne prêtons pas d'argent aux gens qui sont endettés, mais nous leur donnons avec des conditions. Attends, si tu reçois 200 milliards d'euros,
tu peux accepter quelques conditions. 200 milliards, ça fait beaucoup quand même, non? Mais oui, mais attends, le trou de la Grèce, c'est ça, hein? Et le trou de l'Europe, il est à combien? Je sais pas. Mais attends, quand il s'agit de rembourser les banques, ils ont trouvé 700 milliards en 2 jours. Le LTRO, le quantitative easing, et je t'en passe des meilleurs, c'est ça? Et évidemment, c'est ce que les Allemands ne veulent pas. Enfin, le type dans son wheelchair, là, ils veulent absolument pas. C'est créer des bonds européens. On fait des bonds européens et on fait de la dette. On fait des bons du trésor, comme font les Américains. Oui, donc les Américains, ils font de la dette. D'accord. Les T-bonds américains... Dans 30 ans, il est possible qu'on ait un système monétaire, parce qu'on va monter de niveau de conscience, qu'on ait un système monétaire où il n'y a plus d'intérêt. Voilà. Ça, c'est possible. Alors, tu parles de niveau de conscience. J'adore cette phrase. Est-ce que tu es au courant de la consommation énergétique, du pic énergétique, de l'épuisement des ressources, de choses comme ça? Tout à fait. Donc, tu es en train de me dire... Je m'excuse, je vais vous choquer. Oui, le Club de Rome. Et donc Tesla, qui est un génie, le Serbe, a inventé une voiture qui a fait 600 km avec un moteur quantique. On a fait brûler son laboratoire 2 fois et on l'a fait exploser 1 fois, pour être sûr les 7 que sœurs... ce moteur quantique... Bon. Il y a des ingénieurs qui ont fait tourner ce moteur quantique, ils sont tous morts dans un accident d'avion, de voiture, ou bien une intoxication alimentaire. Oh là, t'es complotiste en plus. Il y a un gouvernement qui, l'année passée, le gouvernement indien a dit « Moi, j'ai pas de charbon, j'ai pas de pétrole. Donc, il a demandé à M. Tewari, qui est une toute grande famille d'ingénieurs de l'Inde, de développer le moteur quantique. L'ambassade d'Amérique et plusieurs ambassades occidentales et d'Arabie Saoudite lui ont dit « You should not do that ». Pour ta propre sécurité. Et donc, il a décidé de mettre l'armée autour du laboratoire. Et il continue. Encore en ce moment? Oui. Il suffit d'aller voir, on voit la photo du moteur quantique. Bon. Nous sommes dans une phase expérimentale. On est en train de rattraper ce que Tesla a dit il y a 100 ans. Attends, hein? Ça fait 100 ans. Hein? Mais si ce moteur quantique, donc ça consomme 50 watts et ça produit 10 000 watts indéfiniment. Donc tu crées une centrale, au lieu de nucléaire, une centrale quantique, qui, le coût de l'énergie, c'est 0. Bon, ça fonctionne avec le champ de Planck. Je ne vous passe les détails. Mais, ce qui est en train de se passer, c'est que ça fout en l'air le programme politique des Russes, des Saoudiens, des Américains, de tout le monde. Parce que toutes les guerres sont autour de tubes de pétrole. Pipes. Tu supprimes tout ça et tu mets l'énergie gratuite. Et libre. Et libre. Dans une société immature de transformants. Tu t'es déjà amusé à balancer, on va dire, 15 kilos de céréales à 150 000 sauterelles? Alors, je dis ceci, c'est que nous sommes devant une société, je dis qu'il y a à peu près 15 chantiers de cet acabit-là qui vont mettre 30 ans à évoluer. Tu ne vas pas arrêter le moteur quantique. Parce que moi, je sais que Tesla avait parfaitement compris. Et donc, on va le retrouver. On va le faire fonctionner malgré tout le monde. Et ça va faire péter tous nos schémas géopolitiques bêtes et méchants. La trilatérale, tu comprends? C'est la plaque tectonique. La trilatérale contrôle très bien la vieille plaque tectonique. La nouvelle... Ils savent contrôler la chute des arbres, mais ils ne savent pas contrôler la pousse des arbres, c'est ça? Non, ils ne voient pas la nouvelle plaque tectonique. Tu vois, la plaque tectonique industrielle va entrer en dessous de l'autre. Ils ne la voient pas, la nouvelle. Ils ne la voient pas. Ils ne savent pas la contrôler, ils ne la voient pas. Donc ils sont très forts dans le contrôle du vieux, mais ils ne voient pas le nouveau. Donc c'est juste le contraire de vous.
Vous voyez le nouveau et vous sentez le contrôle des vieux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne parviennent pas à contrôler le nouveau. Ils ne savent pas. Tu ne sais pas contrôler un réseau. Ça travaille en réseau. Ils savent pas contrôler le réseau. Bon, on pourra revenir sur cette notion-là. Je voudrais qu'on revienne sur l'épuisement des ressources. On va admettre que Tesla avait raison. Oui, c'est une hypothèse de travail. Qu'il y a dans les coffres énormément de solutions. Il y a un bouquin sur Tesla qu'il faut lire absolument. Qui est? C'est Theodorani. Alors Theodorani est un génie qui est professeur à l'Università di Bologna, mal vu, parce que fou. C'est un surdoué. Et donc son bouquin sur Tesla et sur David Bohm, c'est génial, absolument génial. Il explique tout ce que Tesla avait compris. Bon. Les fêlés laissent passer la lumière, c'est ça? Non, il explique même que les génies comme Einstein et Tesla étaient des gens qui étaient connectés à la mémoire akashique de l'humanité. Mais enfin bon. Oui. Attends, c'est un physicien quantique, hein? Ah ouais. Et il l'explique à partir de la physique quantique. C'est ça qui est passionnant. Bon, là, ça devient un peu mystique. Bon, revenons sur l'énergie libre dans une société transformant, immature. Si je donne l'électricité gratuite à tout le monde, si je donne l'électricité gratuite à toutes les industries, est-ce qu'elles vont, grâce à ça, épuiser encore plus? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Est-ce qu'on a 30 ans pour changer la mentalité, alors que ça fait plus de 50 ans qu'on apprend aux gens depuis le berceau qu'il faut consommer sur une fonction exponentielle? Un changement Thomas Kuhn explique ça très bien. Un changement de paradigme, il faut attendre que les vieux schnocks ou bien meurent, ou bien prennent la pension. Il faut 30 ans, minimum. Donc moi je dis, avec Delors, on avait dit attention, c'est il y a 25 ans, on est en train d'y arriver. Je te coupe, parce que là je suis obligé de te couper. T'as pas l'impression que les vieux schnocks qui sont en train de claquer, ou du moins qui attendent leur pension avec gourmandise, ils ont mis derrière eux, ou ils ont sélectionné les jeunes qui leur ressemblaient, c'est-à-dire déjà vieux? Oui. Mais Thomas Kuhn explique très bien que quand tu arrives avec un Einstein, qui arrive avec la relativité restreinte d'abord, et puis générale, et pour finir, on a tellement pressé sur le pauvre Einstein qu'il a désavoué sa relativité générale, mais il avait raison. Bon. Thomas Kuhn dit il y a 4 stades. D'abord, on t'ignore, et puis on te critique en disant que tu es irrelevant. En plus, parfois, on te fait des menaces de mort. Et le 4e stade, on dit, mais we always said that. Et donc, ce type qui a écrit, c'est rien du tout. Bon. Nous sommes au stade 2, 3. Hein. Mais, ce n'est pas un simple petit changement de paradigme. C'est beaucoup plus. Willis Harman explique qu'on change de métaphysique. Alors maintenant, vous tenez bien à votre fauteuil. Allez, accrochez-vous les gars. Accrochez-vous. Il dit ceci. À la Renaissance, c'était un changement de vision, Copernic. C'est pas la Terre qui est au centre, c'est le Soleil. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Attends. Héliocentré. C'était le contraire de tout ce que disait l'Église, les astronomes, enfin tout le monde. Bon, c'était un fou ce Copernic. La vision change et la technologie change. Il y a Gutenberg qui imprime la Bible. Attends, ça change tout. Donc c'était la vision et l'outil. Et aujourd'hui, il dit ceci, la vision, ce n'est pas la matière qui est première, c'est la conscience qui fait se cristalliser la matière. Attends. Ça, c'est ce que dit Willis Harman. Et l'outil, c'est le web open source. Et il dit, ces deux choses-là vont changer le 21e siècle. Nous sommes en pleine Renaissance. Mais le début de la Renaissance, ça tape dur, hein. Galilée, attends, il a senti le vent du boulet. Et maintenant, on sent le vent du boulet. Mais Galilée, il a gagné.
Et donc c'est exactement, nous sommes au début d'une renaissance, mais une renaissance, attends, parce que dire que la conscience est plus importante que la matière, il faut le faire, hein. Tu dis ça dans une université, on te donne 0 sur 20, parce qu'on ne peut pas te brûler, évidemment. Aujourd'hui, on ne brûle plus, mais si on pouvait, on le ferait. Qu'est-ce que tu penses du journalisme? Des journalismes? Est-ce que les journalistes font correctement leur travail pour informer la population de tous ces enjeux? Si tu lis, une chose que j'aime bien, c'est GEAB. Ah, le think tank GEAB de Franck Bianchiri, qui est décédé il y a... Bon, je me rappelle plus. Il y a 4 ans. J'avais beaucoup discuté avec lui sur la Syrie quand il était en train de se battre. Continue. Eux montrent, ils ont fait un schéma qui montre que pratiquement toutes les chaînes de télévision, les journaux, tout ce qui est médias et presse est racheté par 4, 5, 6 personnes. Et donc tout est jugulé. Là, la trilatérale marche à fond. Ils ont jugulé complètement les médias. Et donc, par exemple, ils ont décidé qu'on ne parlait pas des BRICS. Brésil, Russia, India, China, South Africa. 4 milliards de gens qui ont décidé de sortir de Bretton Woods. Ils ont fait de créer une nouvelle banque mondiale, de créer la route, de la soie, etc. On a décidé qu'on n'en parlait pas. Ben non, le mois passé... RT parle de ça. Russia Today en parle. Qui ça? Russia Today, RT. Oui, évidemment. L'agent évidemment. Russia Today, oui. China News, oui. Alors, le mois passé, la Chine décide, dans un silence total, un petit article en 10e page dans Le Monde, la Chine décide d'acheter son pétrole en yuan, convertible en or à Hong Kong. C'est beau. C'est la fin du dollar, 1. C'est la fin du pétrodollar, 2. C'est la fin de la politique de Kissinger, 3. C'est la fin de Bretton Woods. Punto et basta. Donc Personne ne l'a dit. On va pas parler de l'effondrement des États-Unis comme ça, voyons, Marc. Non, on pourrait simplement constater que c'est la fin de Bretton Woods. C'est aussi la fin des États-Unis. S'il y a une dédollarisation du monde, c'est la fin de l'énorme avantage monétaire qu'avaient les États-Unis, c'est qu'ils pouvaient faire tourner la planche à billets indéfiniment et tout le monde accepte ces faux billets. Oui, ce sont des faux monnayeurs, mais officiels. Ok, c'est pas ça qui faisait le plus peur. C'est que si les Américains te sortaient de la zone dollar, tu te retrouvais un peu en short en plein hiver quand même, non? Non, c'est pire que ça. Le jour où la monnaie américaine redevient une monnaie nationale, on va dire, vous avez une dette 6 000 milliards. Non, beaucoup plus que ça, qui correspond à 1, 2 ou 3 fois le PIB mondial. Exact. Bon. Mais dans leur constitution, ils peuvent la répudier. C'est marqué noir sur blanc dans la constitution américaine qu'ils peuvent... Le jour où ils répudient leur dette, les bons du Trésor passent à 0. Et donc, le scénario du dollar qui tombe à rien, comme le Deutschmark entre les deux guerres, n'est pas du tout, et ça veut dire que l'armée américaine rapatrie, ça veut dire que la police n'est plus payée, ça veut dire qu'il y a un danger de guerre civile. Tout ça sont des scénarios possibles.